Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur leur thème. Il est midi, c'est l'heure de Actu Hebdo. Tous les dimanches, on est là. Par la grâce de Dieu, pour revenir sur quelques sujets phares de l'actualité de la semaine qui s'achève. Bablé, bonjour. Bonjour, Ibrahim Adjomba. Alors, nous avons quoi dans la besace aujourd'hui? Voilà, nous avons en tout cas deux sujets. Mais d'abord, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de ce dimanche 8 décembre 2024, Actu Hebdo, deuxième numéro du mois. Au menu de ce rendez-vous d'aujourd'hui, deux lancements qui ont marqué la semaine. Il s'agit du lancement de la campagne d'information et de gestion des migrants concernant les enfants du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur. Également, le lancement des opérations de permis de conduire du ministère en charge de la formation professionnelle. Pour en parler, deux spécialistes sur ce plateau. Le premier invité est un fruit de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée, ISFRA, au Mali. Il est détenteur d'un doctorat en droit public, maître de conférences en droit public à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il a une expertise en protocole et organisation des événements diplomatiques. Comme parcours professionnel, chef du département des questions politiques et de sécurité régionale à la délégation générale pour l'intégration africaine au département du ministère des Maliens établis à l'extérieur. Il est actuellement le directeur général du Centre d'information et de gestion des migrants, un service technique du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agit du professeur Abouakrine Aguissa. Bonjour. Bonjour. Notre deuxième invité est détenteur d'une maîtrise en psychologie à la Flash de Bamako, directeur du centre comme parcours professionnel, directeur du centre de formation professionnelle de Missabuku, directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Koulikoro et de Kaï. Il est actuellement le directeur national de l'emploi. J'ai nommé ici Abdoulaye Guindo. Bonjour. Bonjour. Voilà ainsi présentés les invités. Eh bien, très bien, merci à vous. Bablé, nous souhaitons la bienvenue aux invités. Alors, premier sujet, c'est bien. Voilà, comme premier sujet, une trentaine de jeunes délégués venus des 6 communes du district de Bamako suivent une session liée aux conséquences de la mobilité du groupe, mais aussi des enfants maliens, organisée par le Centre d'information et de gestion des migrants. Elle est une campagne de plaidoyer pour la prise en compte des enfants et des jeunes en mobilité dans les programmes de développement économique culturel PDCEC. Le compte-rendu est signé Fademba Keita avec la voix de Kumba Sissi. Les 5 délégués considérés comme des futurs relais auprès des enfants et jeunes de leur commune reçoivent des renforcements des capacités sur les risques liés à la mobilité. Pour son initiateur, qu'est le Centre d'intégration et de gestion des migrants CIGEM, Observatoire national des migrations du Mali, la campagne de plaidoyer pour la prise en compte des enfants et jeunes en mobilité dans les programmes de développement économique, social et culturel PDCEC invite les communes à s'investir pour son opérationnalisation. Les programmes de développement économique, social et culturel constituent des outils de planification locale et ces derniers offrent une opportunité unique pour intégrer les besoins spécifiques des jeunes et des enfants en mobilité dans les politiques locales. Cette initiative, qui va en droite ligne des missions du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, dont Helvetas. Cet événement est important à plus d'un titre, car il s'agit de trouver des solutions endogènes au phénomène de la mobilité des enfants et des jeunes, qui constitue un des défis majeurs pour nos États. C'est le lieu ici d'exhorter les collectivités territoriales à prendre toute leur place dans la réponse à ce phénomène de la mobilité, surtout dans un contexte de décentralisation en cours dans toute la sous-région Sahel. Dans la vision que nous avons de la migration,
la formation constitue un maillon important de la longue chaîne des actions que nous menons en faveur des migrants. Prévues pour se dérouler dans les régions de Bamako, Koulikoro, Kayes, Ségou et Sikasso, ces formations témoignent de notre engagement collectif à renforcer la compréhension, la gestion et les opportunités liées à ces phénomènes complexes mais porteurs d'espoir. Le CIGEM estime que pour un avenir inclusif, nous devons ensemble intégrer les jeunes en mobilité dans nos collectivités. Et voilà, le professeur Aboubakrine Aguissa, c'est bien cela? C'est ça. D'accord, vous ne voulez pas devenir de grand, non? Ça va vous faire du bien. On verra. Ok, alors, vous êtes le directeur général du Centre d'information et de gestion des migrants. Des migrations ou des migrants? Des migrations. Des migrations, ok, très bien. Et présentez-nous en 30 secondes votre centre, quel est le rôle qui vous est dévolu et c'est quoi vos missions? Merci, cher Ibrahim. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier l'ensemble des téléspectateurs, remercier au fait leur thème pour l'occasion de dire 2 ou 3 mots sur notre service et sur ce que nous faisons, parce que notre service, c'est un service stratégique dans le domaine de la migration, un service qu'il fallait avoir pour cerner davantage les contours de la migration, au grand bonheur, en réalité, de tous les migrants, et particulièrement des migrants maliens. Nous sommes, au fait, dans un département ministériel, le ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, qui a une vision très claire, en réalité, des questions, de la gestion des questions migratoires. Et ce service relève de ce département, comme ça a été annoncé. Donc, dans les missions, en fait, suivant la vision du ministère, sous le leadership éclairé de M. le ministre Moussa Agar Taher, ministre des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, il implique que l'ensemble des actions se concentrent sur à la fois des actions allant dans la lutte contre la migration irrégulière. Je reviens sur le CIGEM de façon particulière. Okay. C'est la vision de façon globale qui est important au fait. C'est très important à rappeler. Ouais. Et donc, vous vous rappelez, pas plus tard que la semaine passée, le ministre a lancé une large campagne de sensibilisation également contre la migration irrégulière. Okay. Et il y a, de ce point de vue, beaucoup de projets d'insertion des jeunes, des projets de réinsertion des migrants de retour. Okay. Ça, c'est en ce qui concerne la lutte contre la migration irrégulière. Beaucoup d'actions en réalité sont prévues. Et le ministère, au fait, envisage une campagne d'envergure nationale avec des leçons modèles. Plusieurs actions, comme je l'ai dit, sont prévues. Il y a également dans cette vision toujours la protection des migrants, ce qui implique en réalité des opérations de rapatriement. Ça également, quand vous suivez l'actualité, vous voyez beaucoup d'opérations de rapatriement des migrants en détresse. Et donc, il y a une assistance aux migrants. Il y a un plaidoyer auprès des pays d'accueil, des pays de transit et des pays de destination pour le respect des droits des migrants. Il y a également un travail accru sur la coopération internationale en termes de vision, et donc un dialogue avec l'ensemble des acteurs de la gouvernance migratoire au plan sous-régional, au plan régional et au plan international, en vue de la mise en place d'un partenariat fécond, au grand bonheur des migrants. Il y a également, toujours dans le cadre de cette vision, ce qu'on appelle la promotion de l'investissement productif de la diaspora. Et cela implique en réalité à encourager déjà, au fait, ceux qui ont décidé, surtout les Maliens de la diaspora qui ont décidé d'investir au Mali, pour que cela puisse susciter également ceux qui n'ont pas pris l'initiative ou la décision d'investir au Mali,
de venir investir également, ce qui permettra de contribuer, ces derniers de contribuer de façon beaucoup plus significative au développement de notre pays. Il y a également des actions de protection des Maliens à l'étranger, les Maliens de l'extérieur. Vous avez vu également, pas plus tard que quelques semaines, le ministre en personne s'est déplacé auprès des Maliens au Gabon, et ce qui va se poursuivre également dans d'autres pays. Et donc, cela, par ce biais, le ministre se rend auprès des Maliens, se recueillir de leur situation et apporter toute son assistance, et donc l'assistance du Mali pour les Maliens partout où ils sont. Il y a également, dans le cadre de cette vision, la mobilisation de la diaspora intellectuelle. Et à travers le projet Tocten, on sait que beaucoup de choses se sont déjà passées. Et notre service également, le CIGEM, avait joué un rôle extrêmement important dans la mobilisation de la diaspora intellectuelle au développement du Mali. Parce qu'à travers le Tocten, il y a plusieurs thèses de doctorat déjà qui sont soutenues et plusieurs d'autres encore qui sont en cours. Donc les Maliens intellectuels de la diaspora qui, par le biais du ministère à travers le projet Tocten, arrivent au Mali, pris en charge par le Mali, accompagnent les étudiants maliens pour que ceux-ci réussissent leurs objectifs qui sont fixés en termes de... Très bien, vous avez posé tellement d'actes, vous avez également beaucoup de choses dans le programme, dans le pipe. Voilà. Maintenant, on va dire la migration. Parlons de migration. Lorsqu'on parle de migration, il s'agit de quoi exactement? Il y a les départs, il y a les arrivées, parce que le Mali est un pays de migration. Exactement. On est un pays d'accueil, un pays de transit, un pays de départ. Exactement. Voilà. Vous vous appesantissez sur quel aspect de la migration? Et sur la même lancée, est-ce une chose utile ou négative? Absolument, c'est une chose utile, d'ailleurs très très utile. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette vision dont je suis en train de présenter est tellement bien structurée que chaque aspect de la vision, en réalité, démontre combien de fois la migration, elle est utile. Elle doit être accompagnée, elle doit être soutenue sur tous les plans. Parce que il y a beaucoup de choses dont on sait qui justifient ou par lesquelles on parvient en réalité à identifier le degré de la contribution de la migration, même dans le développement économique du pays. Parce qu'on a dit à travers les transferts de fonds, tout ce qui se passe, etc., que la contribution des Maliens de l'extérieur est supérieure même à l'aide au développement. Et cela est un fait. Ce n'est pas juste des propos comme ça qu'on dit, c'est un fait. D'accord. Et pour terminer sur le sujet-là, permettez-moi quand même de rappeler que nous, le CIGEM, parce que je n'ai pas parlé, nous, le CIGEM, le Centre d'information et de gestion des migrations, c'est l'outil stratégique en réalité du département pour approfondir les connaissances sur le sujet, à travers des recherches approfondies, à travers des études, à travers des plaidoyers même pour la prise en compte de la migration dans le développement, à travers également la formation, le renforcement des capacités de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine. C'est dans ce cadre justement que ça fait partie de vos activités. Vous avez organisé cette rencontre-là, une trentaine de jeunes délégués venus des 6 communes du district de Bamako. Ils ont suivi une session liée aux conséquences de la mobilité, ça veut dire les méfaits. Parlons des méfaits-là, parlons du factuel, de la rencontre de l'autre jour. Quels sont ces méfaits? Merci. Au fait, il faut replacer ça dans le contexte. La formation, le plaidoyer, disons, la campagne qui est lancée, c'est plutôt les autorités communales qui sont visées et non les jeunes. Ce sont les décideurs. Ce sont les décideurs, les élus locaux qui sont visés, qui sont invités. Et on a eu des représentants. Mais ils ne sont pas les acteurs, c'est les jeunes. Ils sont des acteurs, ce sont eux qui initient les politiques. Parce que c'est dans les politiques qu'on doit prendre en compte l'ensemble des questions liées à la migration. Voilà. Et donc, ce sont eux qui sont à la part de l'élaboration des programmes de développement local. Et donc, dans ces programmes-là, il faut prévoir, il faut prendre en compte, au fait, les jeunes et les enfants et la migration de façon globale. Mais précisément, les jeunes et les enfants, c'est ce qui a fait l'objet quand même de l'atelier qui est lancé le jeudi passé. Et donc, il y a eu les représentants de l'ensemble des 6 communes de Bamako. Nous les avons entretenus sur
le contexte de la mobilité des jeunes et des enfants au Mali, mais aussi sur le processus même d'élaboration des PDSEC et comment il faudrait faire pour prendre en compte les jeunes et les enfants dans leur PDSEC. Parce que c'est extrêmement important. La migration, ça concerne tout le monde. C'est beaucoup d'acteurs qui interviennent. Okay? Et de ce point de vue, au niveau local, on doit mettre l'accent davantage sur la prise en compte de la migration dans les différentes initiatives au niveau communal. Voilà, vous avez dit qu'en tout cas que la formation, la session a concerné les élus. Bon, maintenant, si il s'agit des élus, parce qu'on dit liés aux conséquences de la mobilité du groupe, alors il s'agit de quelles conséquences au juste? En fait, vous savez, toute situation qui n'est pas bien gérée, qui n'est pas bien prise en compte, crée automatiquement des difficultés et des problèmes. OK? Toute situation qui est là, qui est présente dans sur notre terroir, dans nos collectivités, il faut en prendre compte. Les jeunes en mobilité, ils sont exposés à beaucoup de difficultés. L'exploitation, beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres méfaits. Il s'agit de la mobilité à l'interne, à l'intérieur du pays, ou bien il s'agit de quelle mobilité? La mobilité interne dans les collectivités. OK? C'est ce qu'il s'agit pour dans le cadre. Donc la mobilité des jeunes Maliens au Mali. Au Mali. Pas à l'étranger. Et au Mali, exactement. Pas au Mali pour l'instant. Au Mali pour l'instant. C'est ça. D'accord. Mais en quoi un jeune peut-il être en danger au Mali? Bon, un jeune peut être en danger, bien entendu. Oui. Bien entendu. Par exemple? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le danger n'est jamais loin. Le danger, c'est partout. Le danger, c'est nous-mêmes. Un jeune en mobilité qui perd d'espoir, qui n'a absolument rien à vivre, qui se voit rejeté par ceux qui doivent s'occuper de lui, constitue un danger, à la fois pour lui-même, mais également pour la collectivité dans laquelle il se trouve. Et donc, c'est du devoir en été des collectivités de prendre en compte les jeunes en mobilité, les enfants en mobilité, dans leur programme de développement. Okay? En vue de les offrir, offrant, par exemple, en les offrant de la formation, en les offrant de l'éducation, en les offrant également de la protection nécessaire pour parvenir à se mouvoir et à faire ce qu'ils doivent faire. D'accord. Alors c'est votre travail, vous voulez vous occuper de ces jeunes et de leur mobilité. Et vous les avez repérés? Ça, c'est en partenariat, évidemment, avec les différentes communes concernées. Bien sûr, c'est des recommandations très fortes d'ailleurs qui sont assorties. Pour l'instant, c'est une sonnette d'alarme. Okay? Et donc, le processus d'identification des jeunes va nécessiter une mise ensemble des efforts, à la fois du département, mais aussi des partenaires qui nous accompagnent. Parce que je tiens quand même à rappeler que c'est grâce à Helvetas Mali que nous avons pu organiser cette campagne. Et cette campagne, il faut le rappeler également, ne se limite pas à Kabamoko. Nous allons poursuivre le même plaidoyer à Sikasso. On va le poursuivre à Koutiala et ensuite clôturer cette campagne en attendant de trouver les moyens de pouvoir l'élargir sur l'ensemble des collectivités maliennes. Voilà, Ok, on va revenir à vous. C'est sûrement l'autre invité, M. Guindo, a une question à poser ou bien une contribution à faire. Oui, tout à fait. Bonjour au Actu Hebdo. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'ERTM. Je vous salue et bon après-midi à tout le monde. Effectivement, le ministère des Maliens établi à l'extérieur travaille étroitement avec le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les migrants de retour sont généralement formés dans le centre de formation professionnelle. Donc nous avons des conventions entre nous et en tant que ministère également, nous travaillons en synergie pour pouvoir aider ces jeunes à pouvoir s'insérer dans le tissu social, à pouvoir trouver de l'emploi chez eux ici au Mali pour éviter de se donner à la mer, pour éviter d'aller se tuer au profit d'un bonheur imaginaire que nous pouvons créer et trouver ici au Mali. Donc, je n'ai pas beaucoup de questions à leur poser, puisque nous les aidons énormément dans la mise en œuvre des activités qu'ils mettent en œuvre, surtout par rapport à la formation, mais aussi à la sensibilisation. Et je vais évoquer les projets Seydama qui sont logés au niveau du ministère de l'Entrepreneuriat national, qui se charge uniquement de la gestion des migrations au niveau du Mali
à Kaï, à Ségou et à Kuchara et à Sigasso plutôt. Donc, c'est des activités que nous menons en œuvre avec l'OIM, avec Seydama et tout récemment avec Nexus également. Nous avons signé des collaborations. Nous les aidons à la mise en œuvre des activités de formation, d'insertion et d'implantation des jeunes de retour du Mali. Très bien, nous voyons que vous collaborez étroitement. Mais concernant par exemple ce programme précis, portant sur les 6 communes d'abord en premier lieu de Bamako, il s'agit d'amener ces jeunes à comprendre que leur Eldorado est leur commune respective. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Nous les aidons à rester sur place. En quoi faisant? En leur offrant quoi? En leur offrant des formations qualifiantes qui puissent les permettre de créer des entreprises sur place et de pouvoir gérer. Nous leur donnons des kits à travers nos agences de formation, nos agences qui sont l'APS, l'ANP et autres. Nous leur donnons des qualifications, des formations pour qu'ils puissent comprendre que le bonheur, c'est là où on est. On peut créer le bonheur là où on est sans aller le chercher ailleurs. Mais depuis tout le temps qu'on le dit, peut-être que vos actions n'ont pas atteint un seuil critique. Voilà pourquoi ça demeure encore un problème. C'est un problème sérieux. C'est vrai, c'est un problème sérieux. Oui. Seulement que si vous regardez la population malienne, ça s'agrandit de jour en jour. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 22 millions de personnes. Oui. Et chaque fois, il y a des nouveaux venus sur le marché que nous devrons prendre en compte. Voilà pourquoi il faut avoir de la prospective. Il faut avoir de la vision et de la prospective. Tout à fait. On sait que dans 2 ou 3 ans, la population malienne va atteindre un tel seuil. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est de cela qu'il s'agit. Bablé, votre question? Voilà, parce que moi, je suis vraiment resté sur ma faim par rapport aux conséquences, parce que j'avais pensé, en tout cas, quand il s'agit, par exemple, de la migration, on sait que l'une des conséquences, c'est quoi? On sait que les jeunes meurent dans la mer, sur le désert, tout ça. Mais vous avez dit que ici, c'est au niveau local, à l'intérieur, la mobilité à l'intérieur. Et lorsqu'on parle de... À une échelle très réduite, chaque commune s'occupe de ces jeunes. Voilà. Ouais. Maintenant, je pense quand même qu'il y a quand même eu un constat avant quand même que vous initiez cette session. Maintenant, quel est le tableau qui se présente par rapport aux conséquences également et qui a en tout cas motivé cette session d'abord? Merci, cher Bablé, pour la question. J'ai commencé par présenter une vision globale du département dans laquelle tout ce que vous venez de dire s'y trouve. Le ministère est à l'avant-garde de tout ce que vous venez de présenter. Et je l'ai rappelé. Quand vous avez suivi également sur les antennes de leur thème un appui de 100 millions à 40 projets des jeunes pour les aider à rester ici. Vous avez suivi également la remise d'attestations de formation professionnelle de plus de 70 jeunes maliens qui sont formés dans des métiers en vue de procéder à une migration régulière. OK? Et donc, ça répond exactement à ce que vous venez de dire. Et donc, ça, c'est des actions concrètes qui sont faites, des gens qui ont appris l'italien, qui ont appris l'espagnol, qui sont formés à des métiers dont l'Italie a besoin, qui sont formés également à des métiers dont l'Espagne a besoin et qui peuvent de façon régulière trouver des visas et arriver en Espagne ou en Italie. Cela s'est passé, nous la faisons. Okay. Mais pour ce qui concerne la campagne de plaidoyer, au fait, la migration, elle est transversale et elle concerne tous les acteurs. Ce n'est pas que seulement l'État, parce que nous sommes un État décentralisé, et donc les collectivités doivent s'impliquer davantage dans tout ce qui concerne la gestion de la vie des uns et des autres sur le territoire. En ce qui concerne les campagnes de plaidoyer, c'est pour dire aux collectivités, vous collectivités, les compétences vous êtes transférées pour prendre en compte tel aspect et tel aspect. Lorsque vous dites le contexte de la mobilité, le contexte de la mobilité des enfants en situation de difficulté, et depuis 2012, c'est une compétence transférée. Il y a un décret qui avait été pris depuis 2012 qui transfère déjà cette compétence-là aux collectivités.
Et donc, c'est un appui juste pour rappeler. On a vu quand même que ce n'est pas une réalité à 100%. On a dit, on va vous transférer les compétences techniques, compétences financières, ainsi de suite. Mais ça n'est pas le cas. Donc, ils n'ont pas les moyens vraiment de se prendre en charge ces collectivités encore. Et au fait, ça, je suis d'accord qu'il y a des efforts à faire. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un appui, c'est également un effort. Déjà, quand vous prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous devez faire, c'est déjà un pas vers la réalisation de cette mission. D'accord. Okay? Et en réalité, vous voyez, c'est-à-dire que la migration, elle attire également beaucoup de gens. Et les collectivités, en intégrant ces questions-là de leur PDSEC, mais ça va mobiliser également les partenaires autour d'eux. D'accord. Ok. Alors, vous avez fait le plaidoyer, je crois que c'est en faveur des collectivités. En retour, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les responsables de ces collectivités? Ils ont accueilli déjà, en fait, l'initiative à bras ouverts. Oui, elle est belle. Elle est belle. Au-delà. Voilà, donc il y a déjà des communes qui ont déjà commencé à intégrer la question. On prend la commune 3 par exemple, ils sont déjà très très avancés sur le sujet. Et d'autres communes également. Ils sont avancés comment? C'est-à-dire que dans l'élaboration des textes, voilà, des plans, dans des leur programmes, texte, oui. dans leur programme déjà, ils ont déjà intégré au fait l'élément. Mais il n'y a pas de prise en charge financière en réalité. Donc cela, il y a encore du plaidoyer qui est nécessaire, même auprès du ministère de l'administration territoriale, pour qu'au moment de l'adoption des budgets, puisse veiller sur la présence de cet aspect dans les programmes. Et moi, je suis certain que dès que cela est pris en compte dans les PDSEC, ça va mobiliser également les partenaires autour de ça, et ce qui peut permettre aussi aux collectivités d'avoir des partenariats et de se développer. Lorsque vous parlez de partenaires, vous pensez à qui? Eh bien, je parle à tous ceux qui interviennent dans le domaine. On parle, je pense aux organisations internationales. Par exemple, l'OIM qui constitue un partenaire très stratégique du pays, qui respecte pratiquement tout ce qui est principe qu'on a posé aujourd'hui pour un partenaire, le respect, les principes que vous connaissez qui sont cités dans la Constitution, qui les respecte. Helvetas Mali, en réalité, c'est également un partenaire très important qui respecte également ces principes, etc. Et l'État lui-même, qui constitue le premier partenaire des collectivités. Voilà. Est-ce qu'ils ont évalué les besoins? Les collectivités. Bon, nous sommes dans un processus. Les besoins vont être évalués. Bien entendu, ça fait partie des recommandations déjà de l'étape de Bamako. Mais après l'étape de Sikasso et de Koutiala, on fera des recommandations globales pour l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le sujet. Qu'est-ce qui motive la sélection géographique là? Bamako, Koutiala et Koulikoro et les autres parties du Mali? Bon, en fait, ce qui sélectionne, c'est que... Le problème n'est pas aussi tonifié dans les autres localités, non. En fait, ce n'est pas ça. Le problème, c'est tonifié partout. Mais surtout en termes d'accessibilité. Surtout notre partenaire même, qui nous soutient dans ces actions-là, Helvetas, intervient déjà dans ces localités. Et ça nous permet, ça nous facilite. Absolument. Voilà. Okay. Voilà. Après, ça va s'élargir à tout le monde. Exactement. En tout cas, c'est notre sujet le plus ardent, pour prendre en compte cette partie de la population qui est très très importante. Je pense qu'on peut passer au deuxième sujet. Je voudrais arrêter de dire aussi on va vous revenir pour boucler. Ok, d'accord. Merci. D'accord, on va passer au deuxième sujet. La troisième phase de l'opération permis de conduire du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a été officiellement lancée mardi dernier. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Ils sont 200 jeunes, dont 40% avec un handicap, à être sélectionnés pour cette troisième phase de l'opération permis de conduire qui vise à contribuer à l'emploi et à l'insertion des couches les plus démunies en quête d'insertion socio-économique. Le reportage est signé Daouda Kone et après nous revenons sur ce plateau. C'est avec le concours financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA
et l'implication de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec un handicap que ce projet de permis de conduire du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est opérationnel. Il vise à contribuer à l'emploi et à l'insertion des couches les plus démunies en quête d'insertion socio-économique. La troisième phase concerne 200 jeunes, dont 40% de personnes vivant avec un handicap. Les jeunes handicapés de surcroît doivent faire partie de ce lot pour pouvoir avoir le comportement citoyen dans la ville comme dans les campagnes. Nous, organisation de personnes handicapées, sommes très honorés de ce lot de jeunes formés pour leur intégration. Fort du succès de 2 premières phases qui ont bénéficié à 800 jeunes entre 2021 et 2023, dont l'objectif reste d'atteindre des résultats tout aussi probants. Selon les dernières informations, le taux de placement est de 72%. Ils sont de Yanfolila, Kangaba, Kati et Bamako et vont démarrer une formation théorique et pratique. Ils ont déjà bénéficié d'une formation sur la santé de la reproduction et la violence basée sur le genre. Au-delà des efforts financiers consentis pour les activités citées, les actes que nous posons aujourd'hui sont le témoignage, une fois de plus, de l'élan de solidarité du gouvernement en faveur des couches vulnérables, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Le lancement de cette phase coïncide avec la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, célébrée chaque 3 décembre. Le thème de cette année est « Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Voilà, retour sur ce plateau, Ibrahima Djomlé. Très bien. Alors, opération permis de conduire, on va l'appeler comme ça. Oui. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. D'accord. Quel est le bénéfice engagé avec les sessions précédentes, d'abord? Ok. Merci, M. Djombele, pour cette question. Avant d'entamer et de répondre aux questions, je salue le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a à sa tête aujourd'hui Mme Oumsal Sek, qui est le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Je reviens sur le plateau pour dire que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est un ministère qui s'occupe de l'employabilité des jeunes. Et pour que l'employabilité des jeunes soit assurée, il faudrait que le ministère initie des activités, des programmes, des projets qui puissent permettre aux jeunes d'avoir des capacités, d'avoir des moyens pour s'insérer dans le tissu économique, pour trouver un travail décent. Donc, pour répondre à votre question, on est à la troisième phase de cette opération, accompagnée par l'UNFPA. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis passé sur le plateau ici il n'y a pas longtemps. Oui. C'était à la 14e édition de l'opération permis de conduire. Oui. C'est différent. Si vous me permettez, je vais vous expliquer. La 14e opération de l'opération permis de conduire est un programme entièrement financé par le budget national. D'accord. Or, la troisième phase que nous venons de faire tout de suite, le 3 décembre, est un programme qui est financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Donc, nous multiplions les activités pour que les partenaires puissent nous aider à concrétiser les actions que nous mettons en œuvre tous les jours pour l'employabilité des jeunes, pour permettre aux jeunes de s'insérer dans le tissu. Alors, si on comprend, le gouvernement le fait, oui. Vous avez des partenaires qui le font. Peut-être l'année prochaine, on va assister à la première édition de notre partenaire sur le même programme. Sur le même programme. Opération permis. Oui, mais cette année, quand même, vous avez ciblé une catégorie bien précise. Tout à fait. Eh bien, pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui sont marginalisés. C'est pour éviter l'inclusion et l'exclusion des couches au niveau de la population. Nous sommes un ministère transversal qui s'occupe de l'ensemble des jeunes, que ce soit les jeunes bien portants, les jeunes diplômés, les jeunes non scolarisés, les jeunes handicapés. Nous nous intéressons à l'ensemble des jeunes du Mali, jeunes et femmes, pour leur employabilité et pour leur insertion socio-économique. D'accord. Quand on parle de permis de conduire, il s'agit de quel genre de permis au juste? Nous parlons de permis de conduire, les permis de conduire poids lourd et poids léger
et transport en commun, nous nous intéressons à l'ensemble des permis de conduire que nous recherchons auprès du ministère des Transports et des Infrastructures. Ces permis de conduire, quand vous prenez par exemple le permis de conduire poids léger, ça peut intéresser les jeunes, les demandeurs d'emploi, les travailleurs, ainsi de suite. Mais également, quand nous parlons des permis poids lourds, ça va intéresser les apprentis, comme l'autre de la phase que nous venons de boucler avec la 14e phase, donc, et 14e édition. Ces permis poids lourds vont permettre aux apprentis qui sont déjà auprès des patrons de pouvoir les octroyer ces permis de conduire là, qui va leur permettre leur insertion. C'est des jeunes qui sont pauvres, démunis. Ils savent conduire aujourd'hui. 90% des jeunes que nous avons formés lors de la 14e session, c'est des gens qui savaient déjà conduire. Seulement, ils ont besoin de ces sésames-là pour s'insérer sur le marché du travail. Donc, nous les aidons à obtenir ces permis-là. Donc, tous les permis sont concernés. Et avant d'obtenir les permis de conduire, nous formons les jeunes au code de la route. Nous les formons dans d'autres disciplines, telles que cette fois-ci, tous les jeunes qui ont été formés, sensibilisés par rapport à la santé de la reproduction, par rapport aux violences basées sur les genres. C'est des thématiques que l'UNFPA et le Fonds des Nations Unies pour la population met également en œuvre pour sensibiliser les jeunes, pour pouvoir se protéger les autres et protéger les familles. On parle de 14e édition, en tout cas, par rapport à cette opération. Troisième, édition, par rapport à cette édition. Oui. Alors, à cette opération plutôt. Oui. Alors, à la conception même de ce projet, lorsque vous vous êtes dit que maintenant, on va commencer, en tout cas, à donner des permis à des personnes dont vous avez ciblé. Alors, quel est l'objectif, en tout cas, que le département s'est fixé en termes de nombre de permis à donner, par exemple, dans le cadre de cette opération? On a signé une première convention avec l'UNFPA. Dans ce programme, on avait 550 permis à délivrer. Lors de la première phase, nous avons délivré 300 permis de conduire. Ces 300 permis de conduire concernaient le district de Bamako, la région de Mopti, la région de Bayangara. On a délivré 300 permis de conduire. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où on a délivré 250 permis de conduire. Ça a concerné les localités de Kati, de Koulikoro, de Bamako, de Tombouctou, etc. Donc, on a délivré également 250 permis de conduire. Pour cette troisième phase, on avait bouclé déjà la convention que nous avions avec l'UNFPA avec les deux premières phases. Mais à la fin de la deuxième phase, nous avons senti qu'il y a un engouement autour de cette activité que le ministère met en œuvre. Donc, nous avons décidé de l'étendre. Il y a eu une prolongation encore avec l'UNFPA qui a accepté de mettre la main à la poche parce qu'il voit que les jeunes sont à la porte. Ils ont besoin de ce diplôme pour pouvoir être capables de s'insérer dans le travail et avoir un emploi décent. Donc, nous avons étendu la deuxième phase à Tombouctou et à Gao. Là également, nous avons formé à peu près 150 personnes. Cette fois-ci... Et pour ces deux premières éditions, les personnes vivant avec un handicap n'étaient pas concernées? Ils n'étaient pas concernés, mais ils n'étaient pas exclus aussi. D'accord, c'est-à-dire pas concernés, pas exclus. Oui, c'était pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde peut postuler. D'accord. Mais cette fois-ci, troisième phase, exclusivement, ils ont un quota qu'il faut vraiment respecter. Et ces quotas-là, nous avons tenu à les respecter et même à voir le dépasser, puisque nous avons tenu compte avec la FEMA, qui est la Fédération malienne des personnes, des associations et des personnes vivant avec un handicap. Nous les avons initiés du début à la fin, à la sélection des jeunes et à l'ensemble des opérations que nous avons menées sur le terrain pour qu'ils prennent en compte les jeunes handicapés qui vont déposer leur dossier. Monsieur le directeur, les personnes vivant avec un handicap également, il y a plusieurs catégories. Tout à fait. À quelle catégorie peut-on décerner un permis pour lui donner la chance vraiment d'avoir un emploi? Oui. Parce que lorsque vous venez déjà à la recherche d'un permis de façon classique, vous avez une visite médicale à passer. Tout à fait. Il y a déjà des situations qui vous excluent. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est judicieux d'orienter ces personnes vivant avec un handicap vers, je ne sais pas, la détention du permis de conduire? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de leur offrir
d'autres activités qui peuvent vraiment leur ouvrir des portes plus vertueuses. Oui. Voilà. Effectivement, comme vous l'avez dit, vous savez, je vous ai parlé du ministère de l'Entrepreneuriat national qui, à son sein, a des agences. Si vous prenez la PEJ, vous prenez la NPE, c'est des agences qui s'occupent largement des personnes vivant avec handicap. D'accord. Donc l'UNFPA, parce que cette année, c'était l'anniversaire, le 3 décembre, de l'anniversaire des personnes vivant avec handicap, ils ont décidé que nous intégrons les jeunes handicapés par rapport à cette opération permis de conduire. Aussi, c'est pour aider les jeunes à avoir un permis de conduire pour son utilisation à lui-même. Qu'il peut avoir, il y a des voitures qui sont conçues pour cela, il y a des motos pour cela. Oui. Mais s'il s'agit vraiment de lui trouver un emploi, mais vous croyez vraiment que... je vais vous répondre. Que vous lui donnez vraiment la chance de trouver un emploi? Tout à fait, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, il y a plusieurs types d'handicapés. Voilà. Il y a plusieurs types d'handicaps. Et parmi les handicapés, nous avons, parmi les critères de sélection, nous avons demandé que le médecin puisse attester que la personne sait conduire sans problème. D'accord. Donc, parce qu'il y a des handicaps avec mobilité inférieure, des handicaps avec mobilité et des membres supérieurs, il y a des handicaps également de la vision, il y a des handicaps albinos, il y a ainsi de suite. Ils sont tous des handicaps. Donc maintenant, avec le certificat médical attestant que la personne peut conduire, c'est en ce moment que les jeunes-là sont sélectionnés. Et chaque candidat était muni d'un certificat médical qui atteste que la personne peut conduire. Mais vous voyez qu'il y a une certaine exclusivité, tout à fait, alors que nous cherchons l'inclusivité. Oui, l'inclusivité. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas proposer comme ça aux partenaires qui vous appuient dans cette opération, vraiment, de trouver d'autres créneaux, d'autres activités qui puissent vraiment être des créneaux qui peuvent être plus porteurs pour ces personnes vivant avec un handicap? C'est très bien, très bonne question. Et lors de la cérémonie de lancement, le nouveau représentant résident de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au Mali, quand il a vu l'engouement dans la salle, quand il a vu les handicapés, avec Madame le ministre, Madame Oumou Salsek, il a décidé sur place que nous élargissons l'opération permis de conduire à d'autres handicapés pour leur donner des kits qui puissent leur permettre de s'installer à leur propre compte, de diversifier l'activité sur d'autres formations, les former en entrepreneuriat et leur donner des kits. Voilà, qui ne sont pas exclusivement dans le domaine de la conduite des véhicules. Tout à fait, tout à fait. Donc, ceux qui sont capables de conduire vont bénéficier de ça, mais il y a un programme, il a dit dans le plus bref délai, il a instruit à ses agents parce qu'il faut se rendre à l'évidence de pouvoir aider les autres. Deux personnes qui ont deux permis de même catégorie, celle qui vit avec un handicap est défavorisée d'emblée. Voilà. Donc, pour être vraiment efficace, efficient, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut trouver d'autres activités. Tout à fait. C'était pour éviter l'exclusion. On a intégré, ils avaient 40% de quotas par rapport à ces permis de conduire, mais également, nous avons jugé nécessaire de regarder chaque handicap. L'auto-école également qui est recrutée n'a pas de véhicules spécialisés pour les handicaps moteurs. Donc, ils ont décidé que tous ceux qui sont des handicapés moteurs, on les met de côté. Ensuite, on va les remplacer par les gens qui sont handicapés, mais qui sont capables de conduire. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà parvenu à insérer une personne vivant avec un handicap dans les circuits de la production? Beaucoup. Surtout avec l'ANP, les kits d'installation. Je ne sais pas. Dans le secteur de délivrant des permis. Délivrant des permis. Vous avez déjà des candidats qui ont eu du travail? C'est la première fois que nous leur donnons un quota spécifiquement. Spécifiquement un quota. Mais dans le programme du gouvernement, vous avez dit que c'était dans le programme du gouvernement, non, parce que dans le programme du gouvernement, il n'y a pas les handicapés dedans. D'accord. Dans le programme du gouvernement, parce que c'est réservé uniquement aux apprentis chauffeurs. D'accord. Des apprentis chauffeurs qui sont là, qui ne demandent qu'à avoir ces permis de conduire là pour pouvoir être autonomes et conduire eux-mêmes leur propre véhicule. Alors, quelle étude allez-vous mener maintenant pour évaluer les retombées de cette opération? Nous avons mis un comité en place. Ce comité tripartite entre l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, la FEMA,
la Fédération malienne des personnes et associations vivant avec un handicap et le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, nous avons mis un comité en place. Ce comité-là va suivre l'ensemble des jeunes qui vont acquérir le permis de conduire. Les suivre pendant une année pour voir qui a pu s'insérer dans un tissu économique, qui a pu avoir un emploi décent, qui s'est créé lui-même une opportunité pour pouvoir générer des ressources à son propre compte, donc l'auto-emploi. Ça veut dire que vous attendez un an pour venir voir ce qu'il s'est passé. Non, pas un an. Vous ne les accompagnez pas. Le comité va les suivre petit à petit. Nous-mêmes, on va également lutter pour les placer auprès des structures. Là également, c'est une de nos missions. Parce que nous, on doit capaciter les jeunes, on doit capaciter nos formations pour que les gens puissent s'insérer. Nous sommes en collaboration avec le CNPM et le patronat malien. Donc, nous proposons nos produits. Nous avons une base de données de l'ensemble des gens qui sont formés au niveau du département, que nous offrons aux entreprises, que nous montrons au niveau des mines, partout où on peut offrir des emplois. Nous proposons cette base-là pour que les gens puissent venir et puiser dedans, voir qui peut m'intéresser et comment je dois le prendre. Alors, vous avez parlé du CNPM, vous avez parlé des privés, vous avez parlé des mines. Et le gouvernement qui a initié cette opération depuis 14 ans maintenant, est-ce que le gouvernement aussi a embauché, a engagé des personnes vivant avec un handicap qui ont détenu qui détiennent ce permis? Tout à fait. C'est vrai? Tout à fait, c'est vrai. Si vous regardez... Vous avez un pourcentage, vous avez des chiffres? Je n'ai pas un chiffre exact pour vous donner, mais si vous regardez, il y a eu des années où, au niveau du gouvernement, même au niveau de la fonction publique, on a décidé d'intégrer les personnes handicapées au niveau de la fonction publique. Ils avaient un quota. Ils avaient un quota. Non, nous parlons spécifiquement de l'opération permis. L'opération permis, pas spécifiquement, je vous ai dit. Pas spécifiquement, mais nous savons que les jeunes que nous formons sont capables de postuler partout. Parce que les gens qui seront mais est-ce qu'il y a déjà, vous avez des nouvelles, des cas comme ça, un jeune handicapé physique par exemple, qui aurait eu un travail de chauffeur dans un service du gouvernement, dans un service public? Je vous ai parlé d'handicap. Les gens n'ont pas le même type d'handicap. D'accord. Vous allez trouver quelqu'un, par exemple, qui a un doigt coupé. Un seul doigt. Un seul doigt coupé. Il est enregistré au niveau de la FEMA comme un handicapé. Oui, ce n'est pas un frein pour conduire. Vous voyez, ce n'est pas un frein pour conduire. Il peut postuler comme toute personne normale pour obtenir un emploi. Et on ne sait même pas qu'il a un handicap. Même avec un seul bras. Tout à fait. Pas forcément un handicap. Bon, voilà. Donc, il y a des gens, des cas comme ça, qui sont parmi nous et qui ont régulièrement des emplois, non seulement au niveau des structures, mais également au niveau de la fonction publique. D'accord. Ok, donc c'est un projet porteur. D'accord. Si toutefois il y a certainement des choses à dire. Voilà. Merci beaucoup. Au fait, je remercie quand même Guindo pour tous ces éclairages. Comme il a rappelé à l'entame de sa prise de parole, nous sommes deux départements qui travaillent beaucoup ensemble. Le ministère, son ministère et notre ministère travaillent beaucoup ensemble. Nous nous sommes accompagnés dans plusieurs initiatives, les initiatives de formation, les initiatives d'insertion, etc. Donc, plusieurs éléments. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment d'encourager cette initiative et de la soutenir au mieux qu'on peut pour sa réussite. Merci. En tout cas, je vais toujours rebondir par rapport à une préoccupation, en tout cas, que Djombele a soulevée. Par exemple, pour dire que au lieu, en tout cas, de donner des permis de conduire, pourquoi ne pas orienter vos actions vers, par exemple, une autre façon d'insérer, en tout cas, d'autres activités de revenus. Voilà. Maintenant, quand vous êtes venu peut-être avec ce projet, en tout cas, pour échanger un peu avec la fédération, est-ce que la fédération n'a pas posé d'autres besoins, ou bien c'est une manière quand même, c'est vrai, vous avez décidé quand même d'accompagner cette couche-là par rapport à la célébration de la journée du 3 décembre. Alors, est-ce que vous aviez d'autres projets, ou bien il y avait ce seul projet que vous avez amené? Est-ce qu'ils ont eu en tout cas à poser d'autres besoins? Oui, effectivement, la FEMA a toujours posé d'autres problèmes d'accompagnement. Et au niveau du ministère de l'Entrepreneuriat national, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de dispositifs qui utilisent les handicapés. Beaucoup de dispositifs, beaucoup de projets et programmes. Il y a un programme au niveau de notre département qu'on appelle le programme national d'action en vue de réduire la pauvreté. C'est un programme qui est doté d'un fonds avec le budget national, et ce budget-là est utilisé inclusivement pour les personnes handicapées. C'est-à-dire c'est des personnes démunies qui sont dedans.
les déplacés, les personnes, les migrants de retour, les handicapés, nous les formons, nous leur donnons des kits pour qu'ils puissent s'installer. Aujourd'hui, si vous regardez sur le terrain, vous allez trouver des femmes qui vendent même du charbon. Nous, on leur donne des moyens pour qu'elles puissent fructifier leur activité commerciale, pour qu'elles puissent s'insérer au niveau social. Comme vous l'avez dit tout de suite, avec la FEMA, nous avons beaucoup d'activités ensemble. J'ai parlé cette fois-ci seulement d'opération permis de conduire, mais nous menons beaucoup d'activités en faveur des personnes handicapées au niveau de la FEMA. Et comme vous l'avez souligné également, je ne sais pas si vous avez écouté le représentant résident, il nous a demandé de voir en dehors des permis de conduire, qu'est-ce que nous pouvons ajouter pour la prise en charge des personnes handicapées. Justement. Et là également, nous allons avec l'ensemble des activités que nous avons au niveau du département, chercher à multiplier les moyens qu'il faut pour pouvoir prendre en charge d'autres handicapés et pour leur insertion socio-économique. Très bien. Alors, c'est salutaire comme idée, hein, comme décision. Bablé ? Oui. Voilà, je pense qu'on est on s'approche, il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, d'accord, on va relancer quand même monsieur Aguissa. Et je rappelle qu'il est le directeur général du Centre d'information et de gestion des migrations. Et en une minute, c'est presque la fin du temps est parti. Et on a vu déjà le lancement de cette opération. On espère que ça va bien marcher. Ça va s'élargir à l'ensemble du pays après Koulikoro, Ségasso. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez Merci. Dans le programme, dans un futur proche? Merci, Ibrahim. Au fait, effectivement, à partir de demain déjà, demain lundi, au CICB, nous procédons également au lancement d'une campagne également de formation, de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la migration. Mais il n'y a pas de temps perdu chez vous, là. Vous enchaînez, hein? Non, bien sûr. Sur les concepts liés à la migration. Et donc, cette campagne est là à l'intention des acteurs impliqués dans la migration. D'accord. Lorsque vous dites acteurs, citez-nous-en quelques-uns. Lorsque je dis acteurs, je parle de l'OIM, je parle de mon département, je parle de... Bon, de toute façon, c'est une question transversale. Exactement. Tout le monde est concerné. Exactement, tout le monde est concerné. Okay. Et donc, ça va concerner également Koulikoro Bamako. L'étape Koulikoro Bamako, on va le faire ensemble. Après, nous allons à Kaï, nous allons également à Ségou. Donc, demain, vous êtes à Koulikoro. Demain, Koulikoro Bamako va être ici à Bamako. Ici à Bamako. On va faire le lancement ici au CICB à partir de 10h. Et après le lancement, juste on continue avec l'étape de Koulikoro Bamako ensemble, fusionné. Les acteurs sont déjà informés et ils seront présents demain. Et après, nous allons poursuivre dans la foulée de la Journée internationale des migrations qui va se tenir à Ségou, sous la présidence d'ailleurs de son Excellence général d'armée Assimi Goïta, à Ségou. Et donc, dans la foulée, juste après, nous allons poursuivre l'étape de la formation des acteurs sur les concepts liés à la migration. À partir, juste après la GIM, on va continuer cette formation-là à Ségou. Et après Ségou, nous allons nous y rendre à Kaï et ensuite terminer par Sikasso encore. D'accord. En tout cas, pour la question de cette semaine, vous avez mobilisé les communes. C'est ça. Et qu'avez-vous à dire aux jeunes eux-mêmes? Les jeunes, c'est... Comme vous venez de le dire, le ministre, son Excellence Moussa Agatahir l'a rappelé plusieurs fois, le Mali, c'est notre Eldorado. Notre Eldorado, c'est ici au Mali et nulle part ailleurs. Donc, c'est peut-être mon mot de la fin. Mot de la fin. D'accord. Merci beaucoup d'être venu, monsieur le directeur général du Centre d'information et de gestion des migrations, professeur Abouakrine Aguissa, monsieur Abdoulaye Guino, directeur national de l'emploi. Oui. Merci d'être venu. Merci d'être venu avec le neveu. Oui, c'est bien cela, non? C'est bien ça. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Présentation du journal de 13h. Abdoul Karim Kaba sur ce plateau dans un instant. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah, dimanche prochain, le canal 12-13. Excellent moment de télévision sur l'ORTM.